Bonjour, vous êtes en direct sur BFM2 et suite à la chute du régime de Bachar al-Assad, nous allons évoquer la situation en Syrie avec David Rigoulet-Rose. David, vous êtes chercheur associé à l'IRIS et docteur en sciences politiques. Est-ce que vous Bon. m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour David. Alors, un chef du gouvernement transitoire a été nommé par les rebelles en Syrie. Il est issu du mouvement islamiste. Il s'agit de Mohamed al-Bashir. Il assurera ses fonctions jusqu'au 1er mars 2025. Que doit-on attendre de cette nomination et quand aurons-nous un aperçu de la politique qu'il compte mener? Pour l'instant, il est chargé d'une forme de gouvernement pour expédier les affaires courantes, comme on dit, même si la situation, évidemment, n'a rien de normalisé en Syrie. C'est un proche d'Abu Mohamed al-Jolani, qui est le chef d'HTS, c'est-à-dire Hayat Tahrir al-Sham. Il dirigeait déjà le gouvernement, le dit gouvernement de salut, qui était en fait l'exécutif dans l'enclave d'Idlib. Et il est lui-même à Jabal el-Zawiya, c'est dans la province d'Idlib. Et il est chargé effectivement de former un gouvernement de transition jusqu'au 1er mars 2025, d'après ce qui est prévu, c'est-à-dire à l'issue duquel, enfin au moment où devrait se mettre en place un début de processus constitutionnel, avec toutes les incertitudes évidemment qui prévalent sur le dit processus. Et alors actuellement, Israël a mené environ un peu plus de 300 frappes sur des dépôts d'armes pour qu'elles ne tombent pas entre les mains des djihadistes, alors que l'ONU demande l'arrêt de ces frappes. Israël, qui a également demandé à l'armée de créer une zone exempte d'armes et de menaces terroristes dans le sud de la Syrie. Pourquoi Israël mène ces frappes? Est-ce que c'est une stratégie pour étendre sa zone Les de frappes, contrôle? il y aurait eu 310 frappes, Mhm. effectivement, assez systématiques sur tous les sites d'armes, notamment soupçonnées d'abriter des armes chimiques, d'armes de missiles guidés, de production de missiles, de casernes. Il y a même eu des frappes sur la marine, sur le littoral. Donc c'est effectivement on va dire une destruction de tous les sites militaires, y compris les sites scientifiques, notamment Masyaf, qui étaient des centres de recherche justement du système d'armement du Bachar el-Assad. Donc tout ce qui est susceptible en fait de tomber entre de mauvaises mains, justement compte tenu de la situation très instable qui est celle de la Syrie aujourd'hui. Et donc c'est prendre des garanties pour le futur. C'est pas spécialement pour s'agrandir territorialement. Alors il y a la question du Golan évidemment, qui est très très Oui. spécifique, avec la zone tampon qui a été effectivement occupée et qui en contravention effectivement de l'ONU. Mais en matière concernant la Syrie à proprement dite, c'est vraiment une logique de sécurisation des sites pour qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible et surtout que d'éventuelles armes dangereuses, voire des armes de destruction massive, s'il y en a encore, ce qui n'est pas impossible, ne tombent dans de mauvaises mains. Mauvaise main. Mais du coup, donc, on a bien compris, Israël veut garantir sa sécurité, mais puisque le pays s'est déployé au-delà de la fameuse zone tampon, qu'est-ce que peut faire l'ONU? L'ONU condamne, parce qu'il demande d'ailleurs l'arrêt des frappes en question, et puis a stigmatisé évidemment l'occupation de la zone tampon, qui était la zone entre la Syrie de Bachar el-Assad, et enfin du régime syrien de Damas, et puis Israël depuis la dernière guerre. Donc il y avait il y avait pas de traité de paix, de toute façon il y avait un armistice. Donc effectivement c'était une zone très sensible, au niveau du Golan, et le Golan étant particulièrement stratégique pour Israël, puisque c'est le château d'eau en fait régional. Donc ça explique la nature particulièrement stratégique du Golan proprement dit, chose pas anodine, enfin qui paraît anecdotique mais qui n'est pas forcément. Le nom de guerre Abu Mohamed al-Jolani en fait renvoie au Golan, al-Jolani. Mhm. Même si son vrai nom, évidemment, c'est Ahmed El-Shara, qui reprend aujourd'hui, justement, pour normaliser, on va dire, sa stature.
Très bien. Et alors, toujours sur un domaine diplomatique, il y aura une réunion des dirigeants du G7, une réunion qui sera virtuelle. Ce sera vendredi. Ils veulent parler de la situation en Syrie. Est-ce que vous savez, est-ce qu'on peut attendre de cette réunion? Qu'est-ce qui va se dire? Quelles vont être les décisions qui vont être prises éventuellement? Ah bah, pour l'instant, il n'y a pas de décision immédiate. C'est pour faire un état des lieux de la situation, dans la mesure où tout le monde a été, tout le monde le reconnaît d'ailleurs, tout le monde a été un peu pris de court. Les Russes eux-mêmes ont reconnu leur surprise dans l'accélération des événements. L'ONU même considère que il n'est pas possible de statuer tout de suite sur la situation, qu'il faut prendre le temps du recul, voir comment les choses évoluent. Avant effectivement de prendre toute décision en termes de droit international. Donc il y a un attentisme prudent effectivement par rapport à l'évolution de la situation, en attendant de voir un peu ce qui se met en place pour pouvoir déterminer des positions à la fois des acteurs internationaux et de l'organisation, enfin de l'ONU elle-même. Et justement, ce temps de recul, est-ce que vous avez l'impression que les pays européens le prennent actuellement? Parce qu'on entend plusieurs pays qui a- arrêtent les demandes d'asile, etc., par rapport aux citoyens syriens. Est-ce que vous trouvez que l'Europe ne va pas un peu vite en besogne par rapport à la Ah oui, alors situation là, actuelle? je dissocierai deux choses. Il y a l'aspect stratégique, l'aspect politique international et l'aspect migratoire. Oui. Oui, on peut effectivement. On a vu qu'il y avait une forme de précipitation, effectivement, par rapport à cette question justement des visas, des réfugiés. Ça renvoie assez là. Alors, c'est le fait tout spécialement des pays germaniques. Hein. Mhm. Quand on regarde les pays concernés, c'est pas dissociable d'ailleurs des enjeux électoraux qui ont posé la question migratoire au centre des débats, que ce soit en Allemagne et plus encore en Autriche, mais également en Suède. Et puis l'ensemble des pays européens, de toute façon, se posent la question. On a vu la formulation incertaine, on va dire, en tout cas prudente, mais qui soulève la question des responsables français. Mhm. Donc, oui, d'aucuns vont considérer qu'il y a une forme de précipitation. Ça renvoie en fait assez largement à la représentation de la vague migratoire qu'il y avait eu en Europe et dont les conséquences, évidemment, sur les années suivantes ont été considérables en termes d'échiquier, enfin de positionnement politique. Et donc ça explique effectivement. Mais quand je parlais d'attentisme Mhm. prudent, c'était par rapport effectivement à des décisions de nature juridique Oui. internationale. Très bien. Et alors, justement, pour revenir à la France et aux Français, il y a une centaine de ressortissants français qui ont été identifiés dans la zone d'Idlib. La France doit-elle être vigilante par rapport à cette identification de ces ressortissants français, dont une dizaine de Français identifiés dans les rangs pardon, du groupe HTS? Oui, alors il faut être. Il y a évidemment une vigilance accrue parce que une situation de ce type offre des opportunités à des velléités mal intentionnées. Mais en réalité, concernant HTS proprement dit, en fait, il y a une demi-douzaine de Français, mais il ne faut pas confondre sur l'ensemble de la Syrie. En fait, il y a environ 200 Français qui sont sur place. Ok. Une centaine sont toujours détenus par les Kurdes, justement, dans l'Est. Et puis, il y a une centaine, effectivement, de Français, un peu plus d'une centaine, qui étaient dans l'enclave d'Idlib, qui gravitaient, justement, dans la myriade de ces groupes. Parce que HTS, proprement dit, comme il y a un positionnement de normalisation, et notamment en insistant sur le djihad national, en fait, se méfie beaucoup d'être associé à des djihadistes étrangers, Mhm. qu'ils soient français ou autres. Donc il y a quelques Français effectivement, mais qui sont très syrianisés en fait. Ils sont dans la structure depuis très longtemps et ils ont gardé quasiment très peu de liens en fait avec leur pays d'origine. En revanche, il y a effectivement un petit groupe, on va dire une soixantaine de Français qui sont notamment intégré au groupe de Omar Diaby, enfin, alias Omar Homsen, Mhm. qui est celui qui a créé
Firak Al-Ghuraba, c'est-à-dire la brigade des étrangers, regroupant spécifiquement des Français. C'est la fameuse filière niçoise. Et d'ailleurs, un Français est mort, Sofiane Mirabet, est mort début 2023. C'est le dernier à être mort sur le champ syrien. Et ça concerne effectivement un groupe qui n'est pas directement intégré à HTS. Donc effectivement, dans la logique de la dynamique de l'opération qui a été lancée, autour d'HTS, qui est un ensemble de groupes qui se sont associés à l'opération et qui comportent un petit contingent de Français qui sont évidemment extrêmement surveillés. A fortiori aujourd'hui pour éviter effectivement toute mauvaise surprise. Mais le nombre n'est pas très important, mais il est évidemment à surveiller de très près. D'accord. Et une dernière question, David. On parle beaucoup de la prison de Saïd Naya, un établissement symbole, hein. Amnesty International avait parlé d'abattoir humain. Mais justement, quel est le symbole derrière la libération des opposants du régime, pardon, suite à cette prise de cette prison? Ah bah, c'est l'archétype du système carcéral et tortionnaire du régime de Bachar el-Assad. Effectivement, c'est une prison à la réputation. Le nom même de Salmaya suscitait l'effroi au sein de la population par le nombre de disparus, effectivement, qu'elle a entraîné. De prisonniers qui étaient là depuis des années, voire des décennies pour certains, et puis avec le recours à la torture généralisée, notamment du fait des services de renseignement de l'armée. Donc c'est une des prisons, hélas, nombreuses, du système carcéral, justement, du régime bassiste. Et donc là, il y a un travail d'ouverture qui est fait d'abord pour établir ceux qui ont survécu. Et ceux qui malheureusement ont disparu. Certains ont disparu corps et biens. On ne sait même pas où ils sont. Donc c'est l'accès qui est donné aux familles justement pour essayer de voir ce qu'il en est. Et c'est une manière de montrer qu'effectivement il y a une rupture avec ce qui se passait avant. Puisque c'était le symbole même, c'était intrinsèquement lié effectivement à la répression du régime. D'accord. Merci beaucoup, David Rigoulet-Rose, pour toutes ces Merci. précisions. Je vous rappelle, vous êtes chercheur associé à l'IRIS et docteur en sciences politiques. Et merci pour tous ces éclairages suite à la Merci à vous. chute du régime de Bachar al-Assad. Restez avec nous sur BFM2 pour un nouveau direct très rapidement.